Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici l'image du jour, les Wallabies lors du premier entraînement public aujourd'hui au stade Noumadélé à Nouméa. Je vous le rappelle, les Australiens sont au pays depuis une semaine. Ils ont choisi la Calédonie pour se préparer à la Coupe du Monde qui aura lieu le 20 septembre au Japon. Voici les titres. Les écoles proies d'incivilité en ce moment au pays touchent également l'école de Tieta Avo a subi des dégradations. La direction réfléchit à des solutions comme le gardiennage durant les vacances scolaires. Comment accueillir les travailleurs en situation de handicap en entreprise? C'est l'objet d'une rencontre demain entre les professionnels de l'emploi à Koné. Nous sommes allés à la rencontre de Roger, agent d'entretien à la crèche de la Croix-Rouge à Nouméa. Et pour en parler ce soir, Morgane Rivoal, chargée de mission du collectif handicap de Nouvelle-Calédonie. Et enfin, nous retrouvons nos prétendantes à la couronne de Miss Calédonie. Comment marcher avec des talents pour séduire le jury et le public? Réponse à la fin de cette édition. Je vous le disais en titre, écoles, lycées deviennent les proies d'incivilité. En ce moment au pays, à Lifou, débrayage de 2 heures au lycée Williama Haouja. Élèves membres de la communauté éducative, la mairie, les coutumiers, la province, tous étaient là pour réclamer leur ras-le-bol. Un mécontentement suite à des portes fracassées. Le coffre-fort contenant les recettes de la maison du lycée dérobé, le bureau du proviseur et le bureau de l'IGPE visité. Des bouteilles d'alcool provenant du restaurant d'application ont été également dérobées. Des vols estimés entre 300 000 et 400 000 francs. Un fait inhabituel aux îles qui a choqué l'ensemble des personnes présentes. Et justement, à Vaud également dans le nord, à la tribu de Tieta, le collège de la Felpe a été victime de dégradation. Le personnel enseignant envisage la solution du gardiennage. Prosper Poigou. Voilà, ils ont cassé par le bas pour rentrer parce qu'il y a une porte qui communique avec la salle d'informatique. Donc voilà, nous allons entrer. La porte a été défoncée, donc ils sont partis ici, ils sont ressortis pour ouvrir la salle d'informatique comme une boîte de sardines, tirant sur le volet. Au total, 8 écouteurs, 3 ordinateurs et 4 tablettes ont été dérobés jeudi dernier. Sous la pression des habitants de la tribu de Tieta et des parents d'élèves, les 3 voleurs ont été rapidement identifiés et ont dû se résoudre à rendre le butin quelques jours après leur méfait, accompagné d'un geste coutumier. C'est sûr que sur le geste, il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Et je crois qu'ils étaient aussi d'accord. C'était aussi juste de ne pas accepter le geste. Mais si je n'avais pas accepté le geste, je pense qu'on rompait aussi avec la tribu. On a toujours eu une bonne entente entre en bas et puis ici. J'ai aussi envie de dire que ça, c'est des cas isolés. On ne va pas dire que non, les jeunes d'ici respectent la tribu. Le lundi de la rentrée, le corps enseignant a organisé une rencontre avec les élèves durant 2 heures afin de les sensibiliser à ces actes malveillants. À l'initiative des élèves, une marche silencieuse a été entreprise avec les professeurs et des parents d'élèves autour de la tribu. Pour Pierre Kouaizé, directeur du collège, des mesures simples doivent être prises pour sanctuariser l'établissement. Qu'est-ce qu'on fait pour que les choses comme ça ne se passent plus? On pourra monter des murs, tout ce qu'on veut, mais je crois que c'est la sensibilisation qui est importante. Donc il faut sensibiliser, il faut que les parents reprennent leur place. Face à ceux qui sont au-dessus de nous, est-ce qu'il est possible de regarder cet aspect que nous, surtout nous et puis l'Alliance scolaire, on ne peut pas assurer, on est déjà étranglé sur le plan financier, s'il est possible de voir pour qu'il y ait une ronde ou une garde de nuit au niveau de la structure école. Malgré l'acceptation de la coutume, l'établissement laisse la justice faire son œuvre. Les voleurs seront convoqués le 6 décembre prochain afin de répondre de leurs actes. En attendant, les frais engendrés par la réparation des dégradations seront adressés aux parents.
Voilà, et hier soir encore, une école de Bourail a été dégradée. Je vous rappelle que l'école James Padon de Païta, le collège de Baganda à Calagomène et enfin l'école de Kwawa ont subi des dégradations durant les vacances scolaires. Et justement, les dégradations, les vols, les habitants du quartier de Koutio en ont ras-le-bol. Donc pour assurer la sécurité, le dispositif participation citoyenne a été installé en collaboration avec la police municipale et la gendarmerie depuis juillet 2017. Mais y a-t-il des résultats? Nisrina Meri a suivi une brigade de la police municipale. Départ, patrouille, secteur sud, 3 agents à bord. Donc là, on se rend dans le lotissement Sécal, qui est un des premiers quartiers qui participe au dispositif participation citoyenne. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a les panneaux qui l'annoncent. Donc pour bien indiquer aux gens qui auraient envie de commettre des incivilités que ce quartier-là est surveillé donc, par les administrés eux-mêmes. La brigade de Valérie se rend chez Monsieur Saïd, le référent du quartier de Sécal pour la participation citoyenne. Il vit ici depuis 45 ans et a suivi des formations pour mener au mieux sa coopération avec la police municipale. Une fois par semaine, ils font le point ensemble. Déjà rien qu'il y a une preuve qui est assez flagrante, c'est les tags. Dans le cœur même de la Sécal, il y a beaucoup moins de tags, donc il y a beaucoup moins de passages de jeunes qui viennent de traiter dans le quartier. Depuis qu'on a monté ça, il y a, pour ainsi dire, plus beaucoup de vols. La participation citoyenne existe depuis 1 an et demi dans une phase expérimentale dans les secteurs de Koutio, Sécal et du FCH. Elle leur a renforcé un sentiment de sécurité dans les quartiers et a amélioré la réactivité des forces de l'ordre. Laissons nos yeux en première ligne et puis H24. Parce que nous, actuellement, on n'est pas H24. Eux, par exemple, je sais pas, imaginons, il y a un cambriolage qui se passe à 2h du matin et nous, on n'était pas là et tout. Ben, peut-être qu'en venant voir le référent, il pourra nous dire « Ah, ben moi, à 2h du matin, oui, j'ai entendu, j'ai vu tel véhicule et tout. » Donc oui, effectivement, ça peut nous aider. Ce dispositif va s'étendre sur 4 nouveaux quartiers de Dumbéa, une commune qui gagne environ 2000 habitants chaque année. Santé à présent, fin de l'épidémie de dengue de type 2. Cela veut dire qu'il n'y a plus suffisamment de cas par semaine pour déclarer que c'est une épidémie. 3882 cas ont été répertoriés depuis le début de l'épidémie, donc près de 10% des cas d'hospitalisation. 2 personnes avaient succombé à la maladie, une femme de 43 ans et un enfant de 8 ans. Cette régression des cas de dengue de type 2 est aussi due à la température qui change et à la méthode Wolbachia qui a commencé à porter ses fruits, selon Jean-Paul Grandjean, spécialiste de la dengue et directeur adjoint de la DAS, la direction des affaires sanitaires et sociales. Et on reste dans la santé, plus précisément du handicap au travail. C'est notre dossier du jour. Thème qui sera développé demain à Koné lors d'une rencontre entre professionnels de l'emploi. Là, nous suivons Roger, devenu handicapé suite à un grave accident. Il a rencontré beaucoup de difficultés au niveau de sa santé. Ses douleurs au dos l'ont amené à perdre son travail. Un reportage d'Audrey Poedi à la crèche de Nouméa. Je m'appelle Roger, j'ai bientôt 51 ans. Ça fait maintenant un mois. Je suis ici. Je commence à 6h. Je fais tout l'entretien de jardin. Une fois terminé l'entretien de jardin, donc après j'ai des petites réparations. Vous avez des réparations à faire ou il y a quelque chose que vous avez... Celui-là. Donc celui-là réparé. J'ai eu un accident, j'ai eu un véhicule qui m'a percuté. Donc j'avais des gros soucis au niveau du dos.
Et pour ça, je me suis retrouvé comme situation de handicap. Ça a été dur pour moi. En tant qu'handicapé, pour trouver du travail, c'est pas facile pour nous. Mais on ne demande pas le ciel et les étoiles, on demande juste pour qu'on puisse vivre. Ça y est, par contre, j'ai réparé le parc là. Oui, on est très satisfait. Il s'est très bien intégré au sein de la crèche avec l'équipe. Les parents le connaissent aujourd'hui. C'est quelqu'un de très agréable dans son travail du quotidien. Donc oui, on est extrêmement satisfait. Et ça change quand même de regard sur le handicap. Alors aussi bien nous, pour les parents de la crèche, que pour les salariés, que pour nous-mêmes et pour dans une société d'intégration, de vivre ensemble. Je trouve que c'est très important et c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, c'est pas compliqué. Je suis bien ici. Moi, voilà, je ne demande pas plus. Ça me permet aussi d'avoir quelque chose à la fin du mois. Très content. Je suis heureux. Handicap et emploi, où en êtes-vous? Échange et détails demain lors de la rencontre entre les professionnels de l'emploi à Koné, à la salle Aupitiri. Alors en attendant, pour en parler, Morgane Rivoal, chargée de mission du collectif Handicap depuis nos bureaux de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir Élise. Alors on vient de le voir dans le reportage, Roger a déclaré dans ce reportage qu'il est difficile de trouver du travail, de retrouver du travail plutôt, parce qu'il avait justement un travail avant cet accident. Votre réaction? C'est vrai que les profils de travailleurs en situation de handicap sont assez variés, mais Roger est assez représentatif de ceux qui sont actuellement en recherche d'emploi. En fait, ce sont des personnes qui ont souvent eu des accidents de la vie, qui ont fait que leur métier de base, ils ne peuvent plus le faire et sont obligés de se réorienter. Sauf que la réorientation impose aussi des difficultés aussi bien psychologiques, parce que la perte de confiance en soi suite à l'accident ou à la situation de handicap, des difficultés qu'on rencontre, et puis difficultés aussi professionnelles pour retrouver un emploi, parce que se réorienter, ça nécessite aussi des formations initiales. Et c'est souvent là, sur le genre de profil comme Roger, qui est assez fréquent, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont travaillé dans un même milieu sans forcément de formation initiale au départ, et qui du jour au lendemain doivent retrouver un nouvel emploi, et c'est assez difficile, effectivement. Alors ça, c'est du côté des personnes en situation de handicap, mais du côté de l'entreprise, il faut prendre en compte l'accueil, l'accompagnement et enfin les infrastructures, justement pour accompagner ces personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est ça qui décourage finalement les entreprises à recruter? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui... Alors, décourager, peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de sociétés, d'entreprises qui sont volontaires. Je pense que c'est plutôt des freins dans le sens où ils manquent d'informations, ils ont leur représentation du handicap qui va à l'encontre de la productivité de l'entreprise souvent, ou effectivement, comme vous dites tout à l'heure, des difficultés pour aménager le poste. En fait, c'est mauvaise vision du handicap, mauvaise information surtout. Et après, il y a un autre frein qui est majeur, c'est la rencontre entre les employeurs et les travailleurs en recherche d'emploi. Cette rencontre ne se fait pas en fait. On n'a pas de lieu de rencontre aujourd'hui. Voilà. C'est ça que vous allez déterminer demain, déterminer un lieu ou une séance de rencontre entre les entreprises et les personnes en situation de handicap. En fait, alors demain, l'objectif n'était pas effectivement de créer un lieu, excusez-moi, c'était surtout là d'informer et de sensibiliser, informer et sensibiliser les entreprises, donc pour leur apporter des informations, leur faire connaître leurs droits au niveau des aides aussi pour les aménagements de postes, les nouvelles aides du gouvernement pour faciliter l'insertion professionnelle, l'obligation d'emploi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas au courant de leur obligation d'emploi, et surtout l'objectif c'est bien de créer un moment de partage en fait entre professionnels. Et j'insiste bien, les professionnels qui seront là demain, qu'on a invités, sont aussi bien des chefs d'entreprise que des conseils d'aide à la recherche d'emploi, des conseillers d'aide à la recherche d'emploi, des conseillers d'aide à la création d'entreprise. C'est vraiment mieux guider les acteurs du secteur pour faciliter l'intégration et l'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Alors au-delà du lien social qu'il y a entre les entreprises et les personnes en situation de handicap, il y a aussi le coût à prendre en compte. Est-ce que ça fait partie des freins? Je pense que c'est un faux frein. C'est un faux frein lorsque l'employé est bien intégré et que le poste correspond à ses capacités, il n'y a pas forcément de coût financier pour l'entreprise. Après, le coût financier se rapporte plutôt à l'obligation d'emploi.
l'obligation d'emploi, c'est-à-dire que si vous avez obligation d'employer un travailleur en situation de handicap parce que votre entreprise fait plus de 20 salariés et que vous ne l'embauchez pas, vous devez contribuer à l'insertion professionnelle des travailleurs. Donc du coup, vous versez une contribution au fonds d'insertion professionnelle. Ça va être là sur l'aspect du coût. Après, pour les entreprises, effectivement, il y a la notion de productivité qui va souvent être relevée par les entreprises avec la représentation qu'un travailleur en situation de handicap est moins productif qu'un travailleur lambda. Ça, je pense que c'est des freins qui peuvent être facilement levés parce que toute compensation au handicap peut être mise en place pour lever ce frein, justement. Alors, dernière question pour refermer cet entretien. Information pratique, à quelle heure ça commence? Est-ce que cette réunion est publique? Alors, c'est ouvert à tous les professionnels du secteur de l'emploi. Donc, comme je disais tout à l'heure, les chefs d'entreprise, les DRH, les conseillers d'aide à la recherche d'emploi, les conseillers d'aide à la création d'entreprise. Donc, c'est de 8h à midi à l'espace AOP Thierry de Connay demain matin. Merci. Merci Morgane Rivoal d'avoir répondu à nos questions ce soir. Dans notre feuilleton de la semaine à présent, nous retrouvons nos prétendantes à la couronne de Miss Calédonie. Comment réussir à marcher avec des talents pour séduire le jury et le public? Réponse dans ce reportage d'Alexandre Sigura. Tu entends? T'as un pied plus fort que l'autre, tu claques trop des talons. Trop des talons? Trop des talons. Du coup, ce que j'ai dit aux autres filles la dernière fois, parce que quand on marche en talon, il faut amener le pied pour réduire le bruit qu'il y a entre le talon et la pointe. Amène le pied, il faut amener le pied. Pour réduire ce bruit-là, tu vois. Apprendre à marcher en talon, c'est pas facile. Entre la marche de tous les jours et puis la marche pour défiler, en tant que Miss, c'est pas la même chose. Parce que toutes les filles ne marchent pas toutes de la même façon. Non, moi je vous dis juste, pour réduire le bruit qu'il y a, après c'est chacun son style. Comment positionner le pied, toute la jambe, ça monte jusqu'en haut, donc du coup ça part du pied jusqu'aux épaules, et ainsi que la tête. Voilà. Une position de tête à avoir, des épaules qui bougent en synchro avec les jambes et tout. Et il y a une très bonne évolution. Et elles-mêmes, elles le disent qu'elles se sentent beaucoup mieux en talon. De toute façon, c'est bien parti pour. Donc, hein, les filles, vous êtes bien parti pour faire le show cette année? Ouais. Bon, en me rappelant de l'année dernière, c'est vrai que Amandine aussi et toutes les autres candidates, elles avaient aussi des difficultés. Et l'arrivée le jour J, avec tous les entraînements qu'on a eu, il y a eu de belles surprises. Elles ont réussi à faire le show et tout. Toujours le sourire. Une marche de mannequin, c'est quelque chose qui est plus fermé, qui est droit, alors qu'une marche de Miss, c'est quand même quelque chose de plus ouvert, qui donne envie, parce qu'on incite quand même le public à voter pour nous. La marche, c'est ce que le public remarque en premier et c'est ce qui fait le show sur scène, donc c'est important pour elle. Et donc voilà, de toute façon, comme l'a dit Christian, le soir même, les filles vont oublier leurs lacunes, elles vont avoir la pression, elles vont avoir de l'adrénaline et elles vont tout donner sur scène, donc c'est le plus important pour elles. Voilà, et l'élection de Miss sera diffusée sur Calédonia samedi en direct de la Reine du Sud à partir de 20h. Et pour le dernier volet, donc dernière répétition pour le jour J pour nos concurrentes. Un rendez-vous Calédonia à ne pas rater après la météo. Ce soir, l'émission à Yeno, présentée par Jamie Wemo. Le thème, la coéducation entre parents et professeurs. Extrait. Vraiment besoin des parents pour le bien-être des enfants. C'est ce qu'on a entendu dans ce sujet qui a été réalisé par les équipes techniques du vice-rectorat. Une réaction. Je veux bien prendre la main. Je crois que le regard que posent les parents sur leurs enfants est essentiel et on doit les impliquer pour que les enfants se sentent motivés. Encore une fois, le regard des parents est important pour que l'élève se sente valorisé en tant qu'élève et en tant qu'enfant, évidemment, en tant qu'être humain également. On a tout intérêt à faire en sorte que les parents soient...
Voilà, demain, retrouvez votre journal présenté en Yaï par l'essai à Juniop. En attendant, donc, je vous laisse en compagnie de nos programmes. Bonne soirée sur Calédonia.